Bonjour, merci beaucoup d'être présents encore aussi nombreux après une journée qui a été vraiment riche en informations, où vous avez pu apprendre un certain nombre de nouveaux éléments sur Windows 10 qui étaient peut-être familiers pour une partie d'entre vous, ou alors des choses qui étaient un peu plus nouvelles. Et ce soir, notre challenge, ça va être de vous captiver dans la dernière demi-heure sur la stratégie de déploiement et la gestion du master Windows 10 avec DevOps. Alors, je me présente, je suis Marie Doutre-Roussel, je suis consultante IT Opération et je fais partie d'une V-Team DevOps avec mes collègues Rémi Jacquemin, Samuel Métias et Laurent Le Guyader qui vont co-présenter cette session avec moi. Et nous sommes au cœur de la transformation. Les entreprises maintenant se tournent de plus en plus vers une méthodologie agile. Avec Windows 10, on le voit, c'est un exemple parfait de l'agilité au sein des entreprises. Et notre V-Team est aussi dans cette transformation. Nous accompagnons les clients dans cette transformation. Alors, j'ai eu la chance de faire partie du programme Insider Windows 10 et je suis fière d'y avoir participé parce que j'ai fait partie de tous ces utilisateurs qui ont permis toutes ces évolutions de Windows 10 et qui ont permis, avant même que le produit soit officiellement sorti, toutes les améliorations et toutes les nouveautés dont vous pouvez bénéficier et dont vous pourrez bénéficier. Alors, je vais vous raconter une contre-histoire et à la fin, je vous présenterai la version recommandée. Pour le moment, je vous présente le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, le monde qui n'est pas forcément agile et un certain nombre d'étapes qui sont à ne pas reproduire. Tout d'abord, nous avons des équipes de développement qui développent de superbes fonctionnalités et qui prennent le temps qu'il faut pour les développer. Elles ont un cahier des charges et elles respectent ces spécifications. Ensuite, les équipes de développement vont passer en production aux opérations. Les opérations, potentiellement, vont vouloir retravailler ce qui a été fourni par le dev, ce qui peut faire un certain temps avant qu'on puisse passer en production pour être sûr de vraiment maîtriser l'environnement, de faire confiance dans ce qui va être développé. J'en vois qui sourient, je ne sais pas si ça vous rappelle du vécu. En tout cas, c'est possible. Donc on voit que, en termes d'organisation, on a le dev, les opérations, et puis entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, c'est des responsabilités qui ne sont pas forcément partagées et une organisation qui fonctionne en silo. Or, on se rappelle qu'au final, pourquoi est-ce que le dev et les opérations travaillent? C'est pour le métier. Alors le métier, lui, a des besoins qui vont évoluer constamment et peut-être que au moment où on va lui délivrer ce qu'il attendait, trop de temps se sera écoulé ou les besoins du métier auront évolué. Et il faut garder en tête que le board, lui, a des attentes. On doit aller de plus en plus vite, être de plus en plus agile, et il a besoin de faire confiance à son système d'information et de s'adapter en temps réel aux besoins du business. Alors retenez bien cette étape un peu linéaire qui est connue de vous tous et qui est ce qu'on connaît et ce qui pouvait être un modèle dans les entreprises. Et maintenant, on va évoluer vers quelque chose de plus agile et je reviendrai sur ce chemin à la fin de la présentation. Maintenant, pour résumer les différents points à ne surtout pas imiter, quelles sont les non-recommandations? Eh bien, dans le cycle d'un master qui ne va pas être agile, on aura un processus qui sera complexe, une organisation en silo, des responsabilités non partagées, un challenge en termes de délai, avec une vision de bout en bout qui peut prendre un certain temps et potentiellement des gaspillages. Ensuite, en termes de métier, vous avez vu, le métier était au bout de la chaîne, et du coup, il peut y avoir un effet tunnel, et le produit, au final, potentiellement ne pas répondre aux usages qui étaient voulus. Alors bien sûr, ce modèle, on le connaît. Maintenant, avec mes collègues, ce qu'on va vous présenter, c'est comment est-ce qu'on peut passer de ce modèle sans DevOps à un modèle avec DevOps. Donc, tout d'abord, Laurent Le Guyader vous présentera qu'est-ce que c'est le monde sans DevOps, la gestion du master dans la vraie vie. Ça, je pense que vous connaissez bien. Ensuite, mon collègue Samuel Métias vous présentera qu'est-ce que c'est le monde parfait
agilité au top, DevOps à 100% dans l'organisation. Quelles sont les implications en termes de DevOps sur la gestion d'un master? Et c'est bien beau, on a le monde avant, le monde après, et comment est-ce qu'on fait pour passer de ce monde sans DevOps au monde avec DevOps? Et pour terminer, nous avons Rémi Jacquemin qui nous présentera comment est-ce que l'on va pouvoir gérer ce déploiement par Ring. Alors maintenant, vous avez passé toute la journée avec nous, vous avez déjà entendu un certain nombre d'éléments, vous allez les retrouver et vous pourrez être conforté dans ce que vous avez vu et on accueillera vos questions à la fin si vous en avez. Je laisse maintenant la parole à Laurent qui vous présente le monde sans DevOps. Merci Marie. Bonjour à tous, Laurent Luyadère, je suis ici, donc toujours dans la même équipe que Marie. Je suis ici pour vous parler de la gestion du master dans la vraie vie. Tout simplement, des éléments que vous avez déjà pu connaître et vivre sur la gestion du master. Lorsqu'on parle de master, on parle essentiellement de migration. Je pense que c'est le premier point important, et ça, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Ce dont je voulais parler, c'est plutôt l'écosystème, la complexité qu'il peut y avoir autour d'un certain nombre d'applications. Donc on a certains exemples dans le cadre de nos accompagnements premiers sur lesquels des centaines d'applications métiers sur des versions de .NET 1.0, 2.0, des migrations qui sont souhaitées pour passer de .NET 2.0, 4.0 et même plus. Dans cet écosystème, le but c'est quelque part de gérer ce passage à des produits supérieurs dans le cadre de l'écosystème Microsoft. La gestion du master dans la vraie vie, c'est plutôt revenir sur ces éléments, ces enjeux que vous vivez au quotidien. Donc, je suis un utilisateur. Dans la gestion du poste de travail, je reçois un nouveau poste de travail. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce poste de travail, en l'occurrence. Je pense que ça pourrait faire plaisir à n'importe quel utilisateur, moi compris. En l'occurrence, j'arrive donc dans le cadre du projet de migration à mon poste de travail. Je sais que je vais avoir un nouveau device, je sais que je vais avoir un nouvel OS, une nouvelle application. C'est un utilisateur content. Après l'authentification, c'est là que l'histoire commence. Après le login, on se retrouve dans une situation voilà, dans laquelle le poste ne départ pas, l'application ne se lance pas, ou encore l'application ne peut pas s'installer. Donc je pense que cette situation, vous l'avez forcément vécue. Le comportement aussi, que vous soyez côté support, que vous soyez côté admin, ou sur la partie déploiement de poste de travail, je pense que globalement, on peut retrouver le même type d'attitude côté utilisateur. Donc l'application fait que, et le poste fait que l'utilisateur n'est pas forcément content. Si je reviens sur le sujet, et si on se concentre sur le côté pain point, on retrouve côté alerte et support, le côté donc pas de collaboration côté dev et côté ops, des problématiques récurrentes. Problématiques de driver d'impression, problématiques d'application inconnue, la MOA qui n'est pas forcément identifiée, MOE non plus, problématique de circuit d'escalade qui n'est pas forcément clairement défini. Donc j'en vois qui sourit, je pense qu'à mon avis c'est des éléments qui sont quelque part du quotidien. Là-dessus on ne va pas forcément vous apprendre grand-chose. Maintenant c'est savoir comment on passe à l'étape suivante, d'accord, et comment on va quelque part générer une collaboration entre dev et ops. Au niveau des enjeux qu'on retrouve sur les différentes phases, comme je viens de vous le préciser, le fait de définir des circuits d'escalade qui soient clairs, mettre en place des procédures qui soient reconnues, connues et reconnues aussi, que sur la partie processus, on ait pu faire un tour de l'ensemble des équipes, et que ce soit quelque chose qui soit suivi, et construire ensuite des packages qui soient adaptés. En termes de correction, ce qui arrive souvent, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait un lien qui se crée entre les équipes de développement et de packaging, parce qu'il faut bien quelque part générer la partie packaging, surtout pour tout ce qui est applicatif. Concevoir une roadmap applicative, si elle n'existe pas, au moins la liste à jour et puis quelque part abonder dans le sens de cette roadmap. Respecter les processus de test and release, aussi lorsqu'on va passer dans ces étapes de changement et de mise en production. Pour la phase de déploiement, on va retrouver la roadmap du master, forcément. Automatiser les mécanismes de déploiement aussi pour que ce soit de plus en plus efficace, que ce ne soit pas sur un mode de déploiement qui soit manuel,
et effectuer des revues post-implémentation. Donc là, a posteriori, c'est savoir dans quelle mesure nos déploiements étaient efficaces et comment on va pouvoir avancer et accélérer quelque part ces phases de déploiement. Donc voilà en termes d'enjeux, les différents éléments qu'on va pouvoir retrouver à différentes phases. Si je veux faire un focus et une synthèse, basée sur nos retours d'expérience, si on a quelques éléments à prendre en compte, c'est les contraintes utilisateurs qui sont identifiées, contraintes utilisateurs, contraintes métiers, définir quelle est la partie applicative, lesquelles sont les plus critiques, et dans quelle mesure on a tout un écosystème autour en termes de processus, de zones de rôle de responsabilité qui soient associés, définir les points de contact par application, fluidifier les procédures d'escalade, et sur la deuxième phase, pour la simplification, l'automatisation et le déploiement, simplifier la gestion du master, automatiser le provisioning aussi, s'inscrire dans les nouveaux rings de déploiement éditeur, donc là je pense que vous avez entendu quelques éléments à ce sujet particulièrement, et accélérer cette phase de déploiement, dev et ops, surtout sur le côté collaboration. Maintenant je vais laisser la main à Samuel Methias, qui va vous parler de DevOps et comment on peut quelque part accélérer cette transformation. Merci Laurent. Donc, vous l'avez bien compris, la vie était triste avant Windows 10. Heureusement, Windows 10 est arrivé. Et plus sérieusement, avec Windows 10, toute une série de pratiques modernes et innovantes pour gérer son poste de travail, qui s'appuient en particulier sur les démarches de collaboration DevOps. Alors, ce que je vous propose, comme il est tard, sur un ton un peu plus léger, c'est de se mettre dans la peau d'un utilisateur et de voir qu'est-ce que ça change au quotidien pour un utilisateur de passer sur un poste de travail Windows 10, et donc pour les équipes informatiques derrière. Je vous propose de sortir du monde de l'informatique, d'aller vers le monde du football. On a choisi un entraîneur d'une équipe réserve, d'un club de foot. On l'a appelé Zinedine tout à fait par hasard. Vous comprenez que toute ressemblance avec des personnes ayant existé est totalement fortuite. Et donc Zinedine est entraîneur de l'équipe réserve d'un club de football, et il a un ordinateur sur lequel il a une application préférée. Vous savez, l'application où il fait ses analyses de match, où il choisit les joueurs, où il met son fils capitaine de l'équipe. Et donc il est heureux avec son application et son poste de travail. Zinedine, comme il est dans l'équipe réserve, il fait partie des early adopters, des premiers à passer sur Windows 10, parce qu'effectivement, on fait d'abord l'essai sur l'équipe réserve avant de faire passer le poste de travail de l'entraîneur de l'équipe première, en s'assurant que tout fonctionne bien. Donc, Zinedine décide de passer à Windows 10. L'application pendant l'installation, évidemment, n'est plus disponible, mais Zinedine applique à la lettre les consignes de Microsoft. Sit back and relax, il attend, il est impatient de découvrir son nouveau poste de travail. L'installation se passe bien, parce que l'installation sur Windows 10 se passe toujours bien. Il découvre donc Windows 10, et là, son application préférée ne fonctionne pas comme il l'attend. Les analyses sont pas toujours pertinentes, il peut plus mettre son fils capitaine, c'est compliqué. Donc là, Zinedine, il est en colère. Et Zinedine en colère, c'est jamais bon, tout le monde le sait. Donc qu'est-ce que fait un utilisateur quand il n'est pas content de son produit? Il appelle le SAV. En l'occurrence pour nous, il va appeler quoi? Il va appeler le support. Donc tout le monde le sait, Zinedine appelle Omar. Bon, Omar a l'habitude d'avoir Fred au téléphone, cette fois-ci c'est Zinedine. Tout se passe bien. Il constate qu'effectivement, l'application de Zinedine ne fonctionne pas comme attendu. Zinedine, évidemment, il veut une solution en urgence. Il a l'habitude d'un traitement VIP. Il s'attend à ce qu'on résolve rapidement son problème. Lui, Omar, il est content d'avoir Zinedine au téléphone. C'est quand même pas tous les jours qu'il a Zinedine au téléphone. Et puis, il n'a pas grand-chose à faire parce qu'il constate qu'avec Windows 10, l'anomalie, effectivement, a été remontée et elle a été remontée automatiquement aux équipes de développement pour qu'ils puissent corriger le problème. Du coup, c'est l'équipe de développement qui prend la main. Et comme tout le monde le sait chez Microsoft, le meilleur des ingénieurs au développement, c'est Bill. Donc Bill traite le problème de Zinedine. Il constate que son application préférée, effectivement, ne fonctionne pas. Lui, Zinedine, ça donne à son activité favorite. Il s'impatiente, il commence à s'énerver. Et puis Bill, comme toujours, comme c'est un perfectionniste, il est absolument effondré en découvrant qu'il y a une anomalie dans l'application qu'il a faite. Mais comme c'est quelqu'un de sérieux et de travailleur, il va travailler toute la nuit pour résoudre le problème. Il va donc chercher à corriger au plus vite l'anomalie rencontrée. Lendemain matin, Bill a traité le problème de Zinedine. Il est très content parce que sur ses environnements de développement, l'anomalie est corrigée et l'application fonctionne. Pendant ce temps-là, Zinedine, il commence à se taper la tête contre ce que vous voulez. C'est une de ses activités favorites, comme tout le monde le sait. Mais Bill, lui, il est fier de sa solution parce que comme tout bon développeur, quand on trouve une belle solution, on en est fier. Et du coup, il va le pousser le plus rapidement possible dans l'ensemble du processus de release and test automatisé pour que ça arrive le plus rapidement possible chez l'utilisateur. Et notamment avant que on passe au ring suivant. Mais on y reviendra.
Là, Zinedine, il est surpris parce qu'il voit qu'il y a une notification dans le store de son club sur son poste de travail qui lui dit « Ah, l'application est prête à être mise à jour ». Évidemment, il met à jour l'application qui, elle, donc va faire tout le processus qui va bien pour s'installer sur le poste de travail. Et là, Zinedine est heureux avec Windows 10. Après tout, le 10 c'est son chiffre préféré. Et donc l'application fonctionne enfin sur Windows 10. Il peut de nouveau l'utiliser normalement et faire les analyses de l'équipe. Il se sent champion du monde. Un sentiment qu'il connaît bien. Donc si je synthétise un petit peu cette histoire pour bien comprendre tout ce qu'on a vu du point de vue utilisateur, avec l'apport des rings, ça veut dire que notre ami Zinedine, il est sur un ring de type insider, un early adopter. Il va mettre à jour son poste de travail, il va faire fonctionner les applications, et puis toutes les anomalies vont être remontées de la manière la plus automatisée, parce que la plus rapide possible, aux équipes de développement, qui vont corriger les anomalies pour que ça fonctionne sur le poste de travail, encore une fois, toujours l'idée étant d'aller le plus vite possible, et les pousser sur un store. Ça veut dire qu'on a une notion de store, c'est important, qui va pouvoir gérer les applications sur différents rings, pour ceux qui sont sous Windows 10 et pour ceux qui ne le sont pas, ou pour ceux qui sont sur un update de Windows 10 qui n'a pas encore été poussé aux autres utilisateurs. Le store gérant ces deux applications va repousser vers l'utilisateur l'application mise à jour dès qu'elle est disponible, et du coup elle va fonctionner de nouveau sur le poste de travail. C'est vraiment DevOps, c'est une autre philosophie, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on est prêt à accepter les anomalies malgré le fait qu'on va tout faire pour les éviter, on est prêt à accepter potentiellement des anomalies, surtout dans un monde où les changements ne sont pas toujours anticipables, les environnements peuvent bouger, l'OS va apporter des nouveautés qu'on ne peut pas anticiper, mais on met tous les moyens pour y répondre le plus rapidement possible. Ce qui fait que quand on va passer au groupe utilisateur suivant sur le ring suivant, avec l'entraîneur de l'équipe première, lui, il va mettre à jour son poste de travail, il va immédiatement avoir l'application, la mise à jour de l'application qui est disponible, il va la mettre directement, et là, il sera content tout de suite. Est-ce que vous avez bien compris toute la mécanique? C'est relativement simple à dire, c'est évidemment toujours un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vraiment ça l'objectif. Ces principes-là, il faut bien comprendre que c'est les principes qu'apporte Windows 10 sur le poste de travail, mais je voulais faire une petite ouverture, c'est aussi les principes qu'on peut appliquer à l'infrastructure de manière générale. Si vous imaginez qu'au lieu d'avoir un poste de travail qui se met à jour, ce sont des serveurs, qu'on veut passer de Windows Server 2003 à Windows Server 2016 directement, on est fou. Donc on veut les passer sur Windows Server 2016, on va lotir les serveurs, on va potentiellement avoir une infrastructure supplémentaire, et on va dire sur le premier lot de serveurs, un lot équivalent à une itération, je vais les passer sur Windows Server 2016. Mes applications qui vont être légèrement différentes puisqu'elles vont prendre en compte cette nouvelle façon de faire, l'utilisateur se connecte sur l'application va chercher à se connecter d'abord aux serveurs les plus récents, c'est-à-dire ceux sous Windows Server 2016. Et là, quand il se connecte sur Windows Server 2016, pas de chance, ça bug. Bon. Quand ça bug, l'utilisateur ne s'en rend pas compte parce qu'en réalité, l'application est faite de telle manière à ce que la couche de gestion de l'infrastructure est décorrélée et il va pouvoir se reconnecter sur les serveurs qui n'ont pas encore été mis à jour sur Windows Server 2016. Et donc ça va fonctionner. Mais c'est pas parce que ça fonctionne que l'anomalie n'est pas remontée. Elle est remontée tout de même immédiatement au développement qui va s'empresser de corriger l'anomalie et de faire tous les développements qui vont bien. L'idée étant que dans le temps de l'itération, cette anomalie soit poussée de manière accélérée dans un processus de release and test qui permet de la rendre disponible avant la fin de l'itération, pour que quand c'est en production, dès que l'on fait migrer le lot suivant de serveurs, l'application, elle, qui va chercher toujours à se connecter d'abord aux serveurs les plus récents, va fonctionner sur les serveurs les plus récents. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer les mêmes principes que le poste de travail, le même cycle de collaboration, à autre chose qu'à un poste de travail. Ça veut dire lotir les serveurs, potentiellement avoir une infrastructure supplémentaire quand on a une application qui se connecte à un unique serveur, infrastructure qu'on peut potentiellement aller chercher dans le cloud. Ça veut dire avoir des applications où on décorrèle complètement la gestion de la partie technologique du reste du moteur de l'application. Et puis ça veut dire des systèmes de collaboration pour que les informations soient remontées, corrigées et remises en production le plus rapidement possible. Pour conclure un petit peu sur ces deux histoires et bien vous expliquer en quoi DevOps apporte de la valeur et pourquoi tout ça c'est des démarches qui sont DevOps, parce que une démarche DevOps, c'est une démarche avant tout de collaboration.
Et vous l'avez compris, c'est DevOps, collaboration entre Dev et Ops, mais pas seulement, c'est DevOps for Business. C'est pour l'utilisateur, c'est pour coller aux attentes et aux besoins de l'utilisateur. Donc c'est avant tout une démarche de collaboration entre les principaux acteurs de l'entreprise. L'idée étant, c'est de recréer de la confiance entre les différents acteurs. On y arrive. Quand on recrée de la confiance, quand on crée des processus de collaboration où on est en confiance, c'est qu'à ce moment-là qu'on cherche à automatiser. Souvent, quand vous entendez parler de DevOps, vous mettez l'automatisation au cœur de la démarche. Non, enfin, si vous automatisez une collaboration qui ne fonctionne pas, je vous assure, elle ne fonctionnera pas plus une fois automatisée. L'idée, c'est d'abord de la faire fonctionner, d'abord de recréer de la confiance entre les différentes équipes, et une fois qu'on a recréé de la confiance entre les différentes équipes, on automatise, et on automatise tel quel dans un premier temps. Et quand on a automatisé tel quel, eh ben, on va commencer à chercher à accélérer, à regarder où est-ce qu'il y a des activités inutiles, où est-ce qu'il y a des zones de gâchis, chercher à les supprimer, à industrialiser pour accélérer dans la collaboration. Et accélérer, ça tend vers le mot magique qu'on voit partout sur Internet quand on tape DevOps, vers le continuous delivery. Mais enfin, le continuous delivery, c'est vraiment aucune barrière. Bill, il envoie son application et ça part en prod, personne n'a touché à rien. Et si ça marche pas, hop, ça recharge la version précédente. Donc en réalité, comme tout le monde n'a pas intérêt à aller vraiment vers du continuous delivery à ce niveau-là, l'idée c'est d'accélérer, de tirer parti des pratiques qui tendent à aller vers le continuous delivery et à accélérer le delivery. Donc en s'appuyant sur une démarche de collaboration DevOps, on peut réellement gérer les rings de Windows 10, on peut gérer différemment son infrastructure, on peut réellement accélérer le time to market. Ce sont de vrais bénéfices qu'on arrive à atteindre petit à petit en mettant en place des démarches DevOps. Et je vais laisser Rémi vous expliquer plus en profondeur comment est-ce qu'on peut, avec Windows 10, gérer les utilisateurs, les rings et mettre en place un petit peu les éléments pour y aller. Merci Samuel. Merci Rémi. Donc on a vu avec Laurent comment se passaient, quels étaient les axes d'amélioration qu'on pouvait avoir au niveau du poste de travail. Avec Samuel, on a vu ce qu'on pouvait faire au mieux pour être le plus agile possible. Ce qu'on va voir là, avec la partie 3, c'est comment est-ce que Windows 10 peut aider à ça. Donc comment est-ce que vous pouvez tirer parti des améliorations et des nouveautés de Windows 10. Donc vous avez vu ce matin et cet après-midi un petit peu ce qu'était le Zero Master et le provisioning. Donc l'idée c'est d'essayer de tirer parti de ça justement pour être plus agile, déployer les postes de travail plus vite et réduire tout ce qu'on a en nombre d'incidents. Donc ça se fait pas du premier coup d'un seul, évidemment. Donc l'idée c'est bien de passer par étapes. Et donc une des premières étapes, c'est de faire un petit peu un bilan de ce que vous avez chez vous, du nombre de masters, du nombre des applications qui sont déjà installées sur les postes, des adhérences applicatives aux postes, et puis de voir comment est-ce que tout ça peut être réduit et simplifié pour essayer de tendre vers des solutions plus simples. Donc ça passe notamment par l'utilisation des provisioning packages que vous avez vu avec le provisioning, qui permet de s'affranchir de construire des vrais masters. Même si on a vu que selon la solution qui est retenue, le master peut rester une bonne option. Donc l'idée reste toujours de toute façon de s'aligner avec les besoins métiers. Donc de revoir peut-être et de rebalayer à l'occasion de Windows 10 les besoins métiers, ce qu'il faut supporter, quelles sont les applications qu'il faut arriver à intégrer, et puis voir s'il n'y a pas des profils de métiers qu'on peut arriver à déterminer pour sortir derrière les bons provisioning packages. L'idée aussi, c'est d'essayer de réduire les phases de recettes. Et de réduire les phases de recettes en augmentant les phases pilotes, notamment en utilisant les différents rings Windows. Donc on va revoir juste derrière comment on peut les utiliser au mieux. Mais l'idée, c'est bien d'essayer de réduire le temps de validation avant le passage en production pour, comme on a vu avec Zinedine, pousser les applications, quitte à ce qu'elles ne marchent pas sur les premiers rings, les corriger suffisamment vite pour que dans les rings suivants, ça fonctionne. Et c'est l'idée aussi, c'est de mettre des feedbacks en place, donc des feedbacks qu'on a vus ici à travers les applications. Donc soit les applications sont développées pour retourner des feedbacks automatiquement, donc sous forme de télémétrie ou autre, ou juste au niveau des pilotes, donc qui testent les applications, qu'il y ait un processus de mise en place pour qu'ils puissent remonter manuellement, on va dire, les feedbacks par rapport aux applications qu'ils ont pu tester. Donc on retrouve toujours cette notion de ring que vous avez vu, donc l'exercice de déploiement, la validation à plus grande échelle au travers des personnes de Microsoft, les versions Insider, les slow et les fast, les versions Current Branch et les versions Current Branch for Business. Donc l'idée c'est d'essayer de tirer parti de tout ça et de toutes les phases pour mettre en place
une méthode plus agile et arriver par petits bonds à une production sur laquelle on n'a plus d'incident. Donc si on le regarde un petit peu autrement, donc on a les différents anneaux qui sont dans la Current Branch for Business aussi. Donc par rapport à ce qu'on a vu, donc il reste toujours l'option de la long term service branch. Donc pour les postes plus critiques sur des contrôleurs aériens, des postes en hôpitaux, des choses comme ça. Là l'idée c'est de se concentrer sur la Current Branch et Current Branch for Business pour voir comment être plus agile. Et donc être plus agile, donc c'est répartir les populations sur les différentes branches pour tester au fur et à mesure sur des populations de plus en plus critiques. Et d'arriver à terme sur une solution qui fonctionne parfaitement sans incident en prod. Donc on pourrait par exemple imaginer que dans les insiders, on y mette toutes les machines de lab et tous les développeurs. Que sur la Current Branch, on y mette tous les pilotes et tous les responsables applicatifs et qu'au fur et à mesure, on embarque de plus en plus de monde. Si on le regarde sur une autre vue ici, donc on aurait la façon d'évaluer l'application, on va dire, dans le Windows Insider. Donc comme on a vu précédemment, qui peut durer de 8 à 12 mois selon les versions, les builds. La Current Branch, donc qui pourrait servir de pilote, donc qui dure 4 mois à peu près, entre 4 et 6, ce qu'on a vu cet après-midi, ou la Current Branch for Business qui pour le coup dure 8 mois. Donc si on les tâche dans le temps, on se retrouve donc là avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc juillet 2015, la Current Branch for Business et la Long Term Service Branch démarrent toutes en même temps, et puis elles vont s'étager un peu dans le temps par la suite. Donc en fonction des populations qu'on aura réparties sur les différents rings, on va avoir cette cascade de différents cycles, les pilotes testant au fur et à mesure les différentes builds. Donc on a d'un côté donc Microsoft qui teste les différentes versions de Windows 10 et les entreprises derrière qui embarquent de plus en plus de monde. Donc on peut retrouver le cycle bien connu de développement, test, recette, pré-production et production avec ces différents rings. Donc en prenant en compte bien la preview, la Current Branch for Business et les différents rings ou anneaux qu'on peut insérer dans la Current Branch for Business. Et donc l'idée c'est bien d'arriver à synchroniser les tests applicatifs avec les rings Windows. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc partons ici d'Enterprise Store, donc il devra arriver avec Windows dans la Threshold 2 qui vient là normalement en novembre. Donc on aura des applications dans le store qui seront dans différentes versions applicatives et ces versions applicatives doivent être déployées sur les rings Windows au fur et à mesure et rester compatibles avec les différents rings. Donc typiquement sur la Current Branch for Business avec au moins 2 builds en parallèle. Donc il faut que les équipes de dev se synchronisent avec les équipes de production pour que tout ça se mette bien en branle. Et donc on retrouve ici le concept de la collaboration DevOps et l'application des équipes métiers aussi, puisque dans les applications métiers ou les applications logicielles fournies par les éditeurs, et l'idée ici c'est bien d'essayer d'anticiper les contraintes de production directement au niveau des équipes de développement, donc en intégrant des retours de feedback dans les applications, en intégrant la télémétrie et en prenant en compte les builds en avance de phase, en intégrant les versions Insider. Donc l'idée derrière, c'est aussi donc de réduire le temps de mise en production, puisqu'on aura déjà testé énormément les applications sur les différents builds, en preview et en Current Branch, avant de passer sur les utilisateurs un peu plus critiques. Donc on parle d'ici du store, j'ai parlé tout à l'heure du store sur le Windows 10 qui va arriver, bien entendu ça reste valable quel que soit le mode de déploiement qu'on utilise. Donc l'idée c'est d'avoir des changements plus réduits, aussi bien au niveau Windows qu'au niveau applicatif, mais plus fréquents et plus testés et plus automatisés dans la mesure du possible avec tout ce qu'on a pu voir comme outil cet après-midi. Voilà, donc je vais laisser Marie conclure. Merci Rémi. Donc si je repars en sens inverse de ce que vous venez d'entendre, on vient de vous présenter le monde agile où on peut introduire des changements plus fréquents, plus petits. Et on est parti d'un monde où on avait un effet tunnel entre le dev, les opérations et jusqu'au métier. Maintenant, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai présenté au début, on retrouve ce chemin
avec cette fois-ci nos opérations. Nos opérations qui sont agiles et qui vont pouvoir faire les modifications sur des plateformes qui sont sûres, qui sont fiables. On pourra fonctionner de manière continue, de manière industrialisée. Le développement est lui aussi agile. Il pourra faire des évolutions qui vont être simples, efficaces, avec des deliveries qui seront de bonne qualité et avec surtout une grande réactivité. C'est ça qui est très important, c'est le lien en fait avec notre métier que l'on va voir arriver dans ce schéma, c'est que on peut vraiment répondre très rapidement aux besoins du business. On a une collaboration agile entre d'un côté le dev et de l'autre côté les opérations. Et c'est vraiment, comme nous le disait tout à l'heure Samuel, ça sert à rien d'automatiser quelque chose où si au départ on n'a pas une collaboration entre les équipes. Donc le cœur de DevOps, ça part de la collaboration. On a une collaboration qui est agile et à partir de cette collaboration qui est win-win, on va pouvoir partir vers le métier en répondant aux besoins du métier de manière vraiment réactive avec des plateformes qui vont être sûres, qui vont être fiables. Et le board, lui, sera vraiment satisfait. Il pourra avoir une IT qui sera fiable, qui sera stable et avoir une organisation qui répond aux besoins business, répondre aux besoins du marché de manière vraiment beaucoup plus agile et rapide. On voit que cette démarche DevOps est appuyée sur 3 piliers qui sont tout au long de ce chemin, du dev aux ops jusqu'au métier, avec un board qui supervise l'ensemble, avec les différents éléments dont Samuel a parlé tout à l'heure, la collaboration, l'automatisation et une accélération du delivery. Alors DevOps, on vient de vous parler de DevOps, d'agilité, de Windows 10. On répond de plus en plus vite aux demandes du métier, très bien. Mais est-ce que c'est juste pour Windows 10 ? Non, c'est pas juste pour Windows 10. C'est aussi pour votre infrastructure, pour vos serveurs. C'est aussi pour votre cloud. DevOps, c'est vraiment un changement de mentalité qui est de plus en plus au cœur des entreprises et au cœur des différentes stratégies. DevOps, c'est vraiment pour une IT qui va être moderne et agile. Si vous souhaitez en savoir plus sur DevOps, on vous invite à participer le 2 décembre à un événement exceptionnel où vous pourrez découvrir comment Microsoft applique en interne cette démarche DevOps, comment est-ce qu'on a appliqué l'agilité pour arriver à Windows 10. Si vous souhaitez retrouver cette présentation, vous pourrez y accéder à travers votre portail MPO ou en vous référant à votre TAM si vous avez besoin d'éléments d'information complémentaires. Vous aurez aussi sur cette présentation à disposition les différents contacts des personnes qui composent la Virtual Team DevOps au sein de l'équipe IT Opération Microsoft et qui seront en mesure de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention et nous sommes tous les 4 à votre disposition si vous avez des questions dès à présent.